Bonsoir Maud Brejon. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. La sortie du tunnel est-elle en vue? Est-ce que la semaine prochaine, la France aura un budget? Je l'espère. En tout cas, on arrive au bout des négociations et d'échanges avec une majorité absolue de députés à l'Assemblée nationale qui, du Parti socialiste aux Républicains, ont accepté, au-delà de leurs divergences, de travailler à un budget pour 1 an avant l'élection présidentielle. C'est un budget qui conviendra pas complètement aux différents groupes politiques, mais qui, je crois, prend en compte les sensibilités des uns et des autres. Mais est meilleur qu'avant, à vos yeux? Avec 2 piliers qui me semblent très importants. C'est d'une part le travail et d'autre part la jeunesse. Voilà. Et je pense que c'était très attendu parce qu'on a une jeunesse qui souffre, et donc le maintien des niveaux de bourse, les avancées qui étaient réclamées par la gauche sur le repas au Crous à 1 euro, ça me semble être des réponses importantes. Et puis la question, encore une fois, du travail, avec la prime d'activité, 50 € de plus par mois. On va venir dans le détail. Pour 3 millions de Français, pardonnez-moi. Pas d'augmentation d'impôts pour les ménages. C'était encore une fois, je crois, des réponses très concrètes qui rentrent dans la vie des gens. Vous avez l'air optimiste, donc ça veut dire que les socialistes vont dire oui, ils ont déjà annoncé pratiquement qu'ils n'allaient pas voter s'il y avait une censure. Pour le cas, il y a quand même 49-3. Hein. Ouais. Et est-ce que la droite est d'accord aussi? Parce qu'il y a quand même là parce que je voyais tout à l'heure Retailleau disant il n'est pas question de toucher aux entreprises. Là, vous êtes touché, là. Moi, je n'ai jamais été, et a priori, je ne serai jamais socialiste. Mais enfin, si je regarde ce budget, un budget qui ne touche pas au coût du travail, qui n'augmente pas les impôts pour les ménages, il ne me semble pas que ce soit spécifiquement des demandes de la gauche. J'ai beaucoup entendu, par exemple, Laurent Wauquiez dire aucune augmentation d'impôts pour les Français. Oui, non, mais je parle des concessions que vous avez faites. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on essaie en permanence. Certains patrons disent qu'aujourd'hui, c'est quasiment Olivier Faure qui gouverne le budget. Non, mais ça, pardonnez-moi, c'est des éléments de langage. Ceux qui gouvernent, c'est en réalité l'ensemble des groupes politiques qui ont accepté de venir à la table des négociations. Vous n'avez pas trop cédé aux socialistes? On a fait 7 milliards d'euros de dépenses supplémentaires? Alors, d'abord, on a fait avec l'Assemblée nationale que les Français ont choisi. Puis à ceux qui nous disent « vous avez trop discuté avec les socialistes », j'ai envie de leur demander quelle aurait été l'alternative. L'alternative, ça aurait été de discuter avec le Rassemblement national. Est-ce qu'on aurait dû, du coup, discuter avec le Rassemblement national plutôt que de discuter avec les socialistes? Arithmétiquement, c'est la question qu'on peut se poser. Bon, alors justement, les socialistes, ils sont prêts, ils l'ont dit, à un accord de non-censure, mais à leurs conditions. On va écouter Olivier Faure, le patron du PS. Depuis la dissolution, on connaît une crise politique dont on ne se démet pas. Avec 2 attitudes possibles, soit de refuser toute forme de compromis, de tout bloquer, pour quel résultat? Soit de chercher des solutions. Et les crises sont finalement des révélateurs des tempéraments, mais aussi de celles et ceux qui cherchent à maintenir une illusion et ceux qui cherchent des solutions concrètes et immédiates. Je lui pose simplement 2 conditions. La première condition, c'est d'avoir la copie complète, qu'il n'y ait pas de flou. On le sait, quand il y a un flou, c'est que potentiellement il y a un loup. La deuxième, c'est que le financement de toutes ces victoires obtenues et annoncées hier soir ne se fasse pas sur le dos des Français, qu'on ne prenne pas d'une main ce qu'on donne de l'autre. À ces conditions-là, je proposerai aux socialistes de ne pas censurer le gouvernement. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Olivier Faure sur le financement de ces mesures? Ça ne se fera pas sur le dos des Français? Ça ne se fera pas sur le dos des Français. Et le Premier ministre l'a dit très clairement lorsqu'il s'est adressé aux Français vendredi dernier sur le perron de Matignon. Il n'y aura pas de hausse d'impôts pour les ménages, ni directe, ni indirecte. Et je crois que c'était extrêmement attendu. Il y aura de nouveaux impôts quand même pour les entreprises? Il y a une stabilité totale pour plus de 99% des entreprises. Il n'y aura pas de hausse du coût du travail. Et c'est extrêmement important parce que nous sommes convaincus, en tout cas moi je suis convaincue que c'est en maintenant un coût du travail stable qu'on donne de la visibilité aux entreprises. Mais sur les très grandes entreprises? Ensuite, pour les très grandes entreprises, il y avait l'année dernière une surtaxe exceptionnelle qui concernait l'impôt sur les sociétés de 440 grandes entreprises. Cette surtaxe sera maintenue avec le même barème, à une différence près qui est importante et qu'il faut préciser. Les ETI, donc des entreprises de taille plus petite, seront sorties de cette surtaxe d'impôt sur les sociétés. À la fin, ça touchera non plus 440, mais 300 grandes entreprises et ça rapporte environ 8 milliards. Donc ça ces finance, nouvelles mesures seront financées. le surcroît de recettes. Ça finance en partie ce qui a été
concédé notamment sur la question des impôts pour les ménages, et je le redis, pas uniquement aux socialistes, c'était aussi une demande de la droite. Et puis ça vient financer notamment l'effort de défense. Je vous rappelle le discours du président de la République à l'hôtel de Brienne, qui a décidé légitimement, au regard du contexte qu'on traverse, de passer cette augmentation des moyens de la défense de 3 milliards à 6,5 milliards cette année. Il faut bien que ce soit financé quelque part. Et donc, je pense que voilà, c'est aussi une forme d'appel patriotique que de demander à ceux qui le peuvent le plus, et je ne pense pas uniquement aux grandes entreprises, je pense aux Français qui, par exemple, contribuent via la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, pour les Français qui gagnent plus de 250 000 euros par an et par personne, de contribuer à cet effort de défense, de réarmement, qui est, chacun, je pense, le voit, éminemment indispensable dans le monde dans lequel on évolue. Le budget reste à 5% du PIB. Et le budget et le déficit sera évidemment contenu à 5%. C'était une condition... Je pense c'était une condition, c'était un critère qui, pour nous, était impératif. Donc, vous nous annoncez, d'ailleurs, c'est concomitant avec la lettre que vient de faire parvenir le Premier ministre au journal Les Échos, qui, dès hier, disait qu'il était très possible que cette surtaxe sur les très grandes entreprises et leurs bénéfices soit maintenue en 2026. Il y aura d'autres hausses d'impôts ou rien d'autre? C'est-à-dire sur les patrimoines, sur les très hauts revenus? Il y a une lutte contre la suroptimisation. Donc les holdings, ça sera dans le texte final, la copie du gouvernement? Il y aura des dispositifs de lutte contre la suroptimisation. Ce n'est pas la taxe holding telle qu'elle était présentée, parce qu'il y avait des effets de bord sur ces taxes holding en octobre dernier. Et puis il y aura le projet de loi de lutte contre la fraude fiscale et sociale qui poursuit son chemin au Parlement, qui a été présenté il y a 3 mois de ça et qui va aboutir dans les semaines à venir. Parce que moi je dis une chose simple. Pour 99% des entreprises, ça ne bougera pas et on garantit la stabilité. Y compris les impôts de production pour les entreprises de taille moyenne qui devaient baisser, finalement, ils ne baisseront pas? Ils ne baisseront pas parce qu'on n'augmente pas le coût du travail. D'accord. Donc, pour 99% des grandes entreprises, il y a une absolue stabilité. Il y a un effort, effectivement, et je sais qu'il est important et qu'il n'est pas neutre, demander aux plus grandes entreprises, à 300 grandes entreprises qui sont les mêmes que l'année dernière, à l'exception des ETI qui étaient concernés. Et enfin, il n'y a pas de hausse d'impôts pour les ménages et donc pour les Français qui nous écoutent aujourd'hui. Voilà. Il a parlé quand même de dépenses qui devraient baisser le Premier ministre avec le gel des crédits des ministères. Alors, il y a des ministères qui ne seront pas touchés, sanctuarisés, la défense, vous en avez parlé, l'éducation, la justice, l'intérieur. Mais les autres, il y a un coup de rabot? Est-ce qu'il faut s'attendre à des fonctionnaires en moins? Ça veut dire que leur budget est gelé, c'est ça? Alors, les différents... En termes nominal. Il y aura une baisse, effectivement, des crédits des ministères, à l'exception des ministères régaliens et de l'éducation nationale. Il y a par ailleurs une hausse de certains budgets qui nous paraissent absolument nécessaires. Je pense au fonds vert sur l'écologie, qui est un fonds qui fonctionne très bien et qui est, je pense, globalement apprécié et bien utilisé, notamment par les collectivités territoriales. Et ensuite, il y a effectivement besoin de baisser les dépenses de l'État. Alors, quels sont les ministères qui vont voir leurs dépenses baisser? Les ministères que je n'ai pas cités. Par exemple? Tous les autres. Vous prenez les ministères que je n'ai pas cités. Oui, j'entends bien. Mais et donc, c'est ceux qui seront explicites. Oui. C'est ceux qui seront concernés. Moi, dans mon petit domaine, qui est celui de la communication, je vais vous donner un chiffre. La communication de l'État, hors masse salariale, l'année dernière, c'était 1 milliard d'euros. Voilà. Donc, je vous parle de quelque chose que je connais, sur lequel je travaille. 1 milliard d'euros, hors masse salariale. Et cette année? Et hors opérateur. Donc, ça va passer à... Donc là, on demande une réduction de 20% pour les ministères et de 40% pour les opérateurs. Là, je vous donne quelque chose de concret. Et ensuite, c'est un pilotage de tous les instants. Mais par exemple, la culture, vous avez cité la culture. La communication culture, oui. La culture aussi? Non. Ça, c'est la communication du Je vous parle de la communication. Non, je ne parle pas du porte-parole. Là, je vous parle de la communication de l'État. Tout ministère confondu alors, et le tout ministère opérateur de la Culture, confondu. lui, il verra ses crédits baisser. Nous allons, en matière de communication, demander des efforts à tout le monde. Non, et nous allons, la culture, sur le fonctionnement, demander évidemment des efforts à tout le monde. Enfin, on ne peut pas nous dire de ne pas augmenter les impôts, de ne pas faire contribuer les entreprises et l'économie réelle et de ne pas baisser les dépenses. Non, mais c'est pour savoir. Et vous verrez, la culture, ça va baisser. Et vous verrez que l'environnement, ça va diminuer. Entre ceux qui vous disent, sur les plateaux télé ou dans l'hémicycle, qu'il faut absolument baisser les dépenses de l'État, qu'ils sont bien trop importantes, et la véracité
quant à notre capacité à le faire, il y a parfois une petite différence. Donc les dépenses publiques vont baisser dans la réforme de l'État que vous annoncez dans ce budget, d'une certaine façon, dans les ministères. Alors, le budget, il n'y aura pas de vote. Ça, c'est une certitude. 49.3 ou ordonnance ? Rien n'est exclu. Et ça aboutira demain, probablement dans l'après-midi. On saura demain. Nous aurons un conseil des ministres qui se tiendra demain dans la journée et l'heure n'est pas définie à l'heure où on se parle. Donc ce sera à ce moment-là que nous aurons l'occasion d'annoncer. Selon toute probabilité, ça va être le 49.3, parce que si j'écoute Olivier Faure, qu'est-ce qu'il a dit, Olivier Faure ? Il discute avec le Cornu. Oui, mais... Il a dit on a un accord de non-censure, je dirais de ne pas censurer. Donc c'est le 49.3. Je laisserai, encore une fois, le Premier ministre et le Conseil des ministres se tenir demain avant de confirmer quelque information que ce soit. Mais on saura demain. Moi, le choix sera fait demain à l'issue du Conseil des ministres. Ce que je veux vous dire, c'est que sur ce budget, on a eu 350 heures de débat. Oui, que malgré tout, on a réussi à trouver des compromis sur la sécurité sociale, le budget de la sécurité sociale, avec des concessions qui ont été importantes, parfois douloureuses pour nous, mais enfin, il a été voté. Moi, j'ai été élue députée en 2022. Je n'ai jamais eu l'occasion, en 3 ans, 4, de me prononcer, de voter, que ce soit sur le budget de l'État ou sur le budget de la sécurité sociale. Si c'est le 49.3, Maud Brejon, ce que je veux vous dire, c'est un sacré reniement quand même pour Sébastien Lecornu. Ne balayez pas ce que je suis en train de vous dire d'un revers de main. C'est extrêmement important. L'exercice qu'on a réalisé là, à l'Assemblée et au Sénat, est en fait assez inédit et à contre-courant de la culture parlementaire qu'on a développée. Il y a eu un débat, c'est vrai. Et comme jamais, ça s'est produit dans cette Assemblée. Mais si à la fin, ça se traduit par un 49.3, est-ce que les Français pourraient le comprendre ? Aujourd'hui, vous avez 59% qui refusent que le gouvernement recourt au 49.3. C'est un sondage d'hier, au Doxa pour le Figaro. C'est pas gagné. Vous savez, on aurait été les premiers à aimer qu'un compromis puisse se trouver. Et on a d'ailleurs prolongé les débats au-delà de la trêve de Noël pour permettre d'ultimes discussions et pour donner une dernière chance au compromis. On a fait ce travail-là de bonne foi jusqu'au bout. Maintenant, entre l'ego du Premier ministre et la nécessité absolue d'avoir un budget en 2026, je crois que le choix de Sébastien Lecornu sera effectivement... Vous ne pensez pas que les Français descendront dans la rue si c'est le 49.3 ? Écoutez, moi, modestement, j'entends dans ma circonscription des Français qui me demandent Madame Brejon, quand est-ce qu'on va avoir un budget ? Voilà. Concrètement, parce que justement ces annonces, elles sont très concrètes. Il y a des millions de Français qui touchent la prime d'activité. Oui. Quand est-ce que, si évidemment ce budget était adopté, ils pourront avoir ces 50 € supplémentaires ? Alors c'est le temps que ça se mette en œuvre, donc je n'ai pas le détail exact de la temporalité. Sur le fond, cette prime d'activité que nous, on a beaucoup portée, parce qu'encore une fois, notre conviction, c'est que le travail doit payer davantage, et notamment pour tous ces Français qui sont autour du SMIC. Et bien, pour tous ces Français qui sont autour du SMIC, 3 millions d'entre eux verront cette prime d'activité augmenter. 50 € par mois... Il n'aurait été pas plus simple d'augmenter directement le SMIC ? 50 € par mois, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Bon. Et les étudiants pour aller... déjeuner à 1 €? Oui, bientôt. Tous les étudiants. Alors, à quel moment? On va se dire les choses. Ça, c'est pas une mesure qui a historiquement été portée par ma famille politique. Et il y a eu d'ailleurs des débats au sein de l'hémicycle à plusieurs reprises sur ces questions. Mon parti politique, Renaissance, estimait, et je crois estime encore, que la gratuité doit être plutôt soumise, lorsqu'elle c'est possible, à condition de ressources. Et on peut complètement le comprendre. Pour autant, ce budget comporte des mesures qui sont un peu différentes des convictions qui sont les nôtres et de ce qu'on a porté ces dernières années. Si on voulait que ce soit différent, il fallait gagner les élections. Oui. Si on avait eu 350 députés... C'est très clairement une revendication des socialistes qui demandaient... On aurait probablement fait un budget un peu différent de celui-là. Les 2000 AESH supplémentaires, ça intéresse aussi beaucoup les Français dans l'éducation nationale pour accompagner les élèves en situation de handicap. Ça sera la rentrée prochaine. C'est 2000 postes supplémentaires, effectivement, à la rentrée prochaine. À la rentrée prochaine. Les et ça comprend notamment les AESH. Les étudiants, vous n'avez pas dit ça rentre en vigueur dès que le budget est adopté. Ça rentre en vigueur dans les semaines à venir. Il faut voir. D'accord. Donc ça va être très concret. Il n'y a pas de délai particulier pour l'appliquer. C'est pas à ma connaissance, non. On va parler de la situation internationale et du Groenland, puisque Donald Trump menace les Européens avec de nouveaux droits de douane, une surtaxe pour la France en particulier, de 10% tout de suite, puis de 25% à partir de juin. Est-ce qu'il faut déclencher l'outil anti-coercition, comme l'a demandé Emmanuel Macron, le bazooka économique ? Et est-ce que vous pensez vraiment
que ça peut dissuader Donald Trump? D'abord, les annonces de Donald Trump sont évidemment inacceptables. Et ce que je pense qu'il faut relever pour commencer, c'est l'unité européenne. Les Européens... Giorgia Meloni a commencé à expliquer que c'était un malentendu. Que c'était une erreur. De la part de Donald Trump. Donc l'Europe est unie. Et par ailleurs, chose rare, les politiques sur le plan national, en France, le sont aussi. Donc c'est déjà une bonne chose. Et le président de la République a été effectivement très clair sur la nécessité d'utiliser cet outil-là, qui est à la fois un outil de dissuasion et un outil de riposte, qui permet un panel extrêmement large de réponses, tant sur les droits de douane, sur l'interdiction d'accès au marché. Qu'est-ce qui serait le plus adapté pour le dissuader? Jouer sur la livraison d'armes américaines, sur le marché avec les GAFA? Donald Trump ne comprend que le bras de fer. Alors le bras de fer n'empêche pas la diplomatie et les discussions en parallèle. Mais enfin, on voit bien, et notamment depuis plusieurs jours, que face à ce son qui est augmenté côté États-Unis, il faut une réponse extrêmement ferme et rapide. Et on y est prêt? On est prêt à une guerre économique avec les États-Unis? Je pense que les Américains, d'abord, ne veulent pas de guerre économique, en tout cas pas à proprement parler avec l'Europe et avec la France, mais je suis en revanche convaincue que la France et que l'Union européenne sauront répondre parce que c'est dans notre intérêt. Et si cette guerre était déclenchée, est-ce que les Français, vous leur dites, tant pis, il faudra se priver de Netflix, d'Amazon, s'il le faut? Oui, c'est ça la conséquence sur le marché européen. On ne déclenche pas de guerre. On a cette menace de Donald Trump et on répond à cette menace de façon, encore une fois, proportionnée et équivalente. Vous ne craignez pas parce que les États européens n'ont pas tous eu exactement la même réaction et que, par exemple, les Allemands soient beaucoup plus... mou du genou, pour parler familièrement. On verra, j'entends les industries allemandes être plutôt sur la position française. Et les Allemands qui exportent aux États-Unis seraient extrêmement touchés par de telles mesures. Manuel Ils sont Bompard. prêts à rétorquer, à répondre, à répliquer. Le président de la République discute aujourd'hui avec ses homologues, et donc je le laisserai. Oui, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une unité des ambassadeurs des 27 auprès de l'Union, mais on verra si cette unité tient dans le temps. Manuel Bompard, le patron de la France insoumise, estime que les États-Unis ne sont plus nos alliés. Il a raison, non? Non, mais Emmanuel Bompard a une vision extrêmement manichéenne de la diplomatie internationale. Les Américains sont encore nos alliés? Les Américains ne sont pas nos ennemis. Mais c'est nos alliés? Les Américains ne sont pas nos ennemis. Et on travaille avec les Américains, que ce soit sur le plan économique. Et on construit avec eux. Je prends l'exemple de la paix en Ukraine. Oui. Rappelez-vous, la coalition des volontaires... Mais il faut douter de ses alliés, comme disait le président d'ailleurs, Emmanuel Macron. Rappelez-vous, la coalition des volontaires qui s'est tenue il y a 10 jours. Moment absolument exceptionnel où pour la première fois on arrive à mettre les Américains à bord, à arrimer les Américains pour définir les conditions de la paix et le rôle que prendront les uns et les autres une fois cette paix durable établie. C'est bien la preuve qu'on travaille évidemment avec les Américains. Donc ce ne sont pas nos adversaires. Sur la scène internationale. Et cette approche, encore une fois, très manichéenne, très... tout blanc, tout noir, qu'a la France insoumise sur la question de la géopolitique, mais sur l'ensemble des sujets politiques, souffre grandement d'un manque de subtilité. Bien. Le Mercosur, vous avez vu les images hier au Paraguay, à Asunción. Il y avait même Javier Milei en personne, le président argentin, pour signer avec le Brésil, avec l'Uruguay et l'Union européenne, par l'intermédiaire d'Ursula von der Leyen, le traité du Mercosur. C'est la plus grande zone de libre-échange, 700 millions de consommateurs, 30% du PIB. La France va continuer à s'y opposer? Nous avons une position qui est claire et constante. Nous sommes favorables aux échanges commerciaux. Les agriculteurs, les industriels ont eux-mêmes besoin d'échanges commerciaux pour pouvoir vivre. Ils ont besoin de pouvoir exporter. Mais ces traités, lorsqu'ils sont signés, doivent être justes et équitables. Et donc nous, on continuera à se battre pour obtenir les garanties que l'on demande depuis le départ sur la question des clauses miroirs, la question des contrôles renforcés. Ils ont démarré le 1er janvier. Nous sommes le 17 janvier. Oui, on a vu les images d'Annie Genevard, la ministre. Et puis sur le fond, la balle est dans le camp du Parlement européen. Le Parlement européen a la possibilité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Vous souhaitez que le Parlement le fasse, que les députés Renew le fassent pour suspendre l'application du traité? Bien sûr, et je souhaite que ceux qui, encore une fois, sur les plateaux télé en France s'opposent au Mercosur, aillent convaincre leurs amis dans leur groupe
politiques respectifs au Parlement européen de voter cette saisine. Et pourquoi on souhaite qu'ils la votent? Parce que cette saisine, lorsqu'elle est faite par le Parlement, pas lorsqu'elle est faite par un État, elle est suspensive. Bon, c'est la première chose. Et puis ensuite, il y aura la ratification finale. Et là, encore une fois, il y aura un vote au Parlement européen. Et donc, c'est pas qu'il y a une majorité dans ce Parlement entre le PPE... C'est absolument pas gagné. Non, c'est absolument pas gagné. Il y a des gens qui disent... il fut un temps, Thor a raison, il fut un temps où l'opposition franche de la France à une décision européenne aussi importante que celle-là aurait empêché la décision. Et que là, la France s'est opposée et elle n'a pas compté, très peu. Et donc, il y a une perte d'influence sous Macron, disent-ils. Hein. Sous Macron, la France a perdu son influence en Europe. On le voit avec ce vote. Je réfute complètement cette affirmation. Et on le voit d'ailleurs sur les grands sujets internationaux auxquels on est confronté, avec en premier lieu la question de l'Ukraine. Le président de la République, dans les différentes crises qu'on a traversées depuis 8 ans maintenant, a été la locomotive de l'Union européenne. On a demandé un report sur le Mercosur, on l'a obtenu. On a demandé 3 conditions. Et on a eu, là encore, ce traité a été considérablement modifié sous l'influence du président. Mais la France a voté contre. Sous l'influence du président de la République. Et effectivement, la France a voté malgré les avancées. Oui, c'est bizarre, ça, d'obtenir les avancées et ensuite de voter contre ses propres avancées. Quoi. Mais parce qu'on n'a pas tout obtenu. Enfin, vous le savez bien. La question des mesures miroirs. Le compte n'y était pas. Le compte n'y était pas sur les mesures miroirs. Je voudrais qu'on avance parce qu'il nous reste la question des mesures miroirs, pardon, je termine là-dessus. C'est pas uniquement une question de protection des agriculteurs, même si c'est absolument nécessaire. C'est aussi une question de protection des consommateurs. Oui, bien sûr. Concernant les différentes normes. Ce qui est interdit là-bas doit pas arriver dans les assiettes de nos enfants. Il y a eu une manifestation hier pour l'Iran. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement choqués par cette répression effroyable du régime et finalement les frappes américaines qui n'ont pas eu lieu. Une forme de solidarité internationale. Il y avait d'ailleurs des macronistes dans les cortèges. Vous étiez à Paris pour soutenir les Iraniens, leur dire vous n'êtes pas seuls. Est-ce que c'est bien de faire ce genre de choses ou ça ne sert à rien? Ah non, je pense que c'est certes symbolique, mais que le symbole a de l'importance. Et que les voix d'où qu'elles viennent, elles peuvent être entendues. Et ce qui se passe en Iran est absolument effroyable. Ça constitue, je reprends encore une fois les mots du président de la République, une violence d'État. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la France? Est-ce qu'il faut mettre les gardiens de la Révolution, Pasdaran, sur la liste des organisations terroristes? Vous savez que Jean-Noël Barrot a répondu et que la question est plus complexe que ça. Parce que on prend en compte Mais aussi... ça aurait des effets sur les avoirs, sur la confiscation la question des biens, du pétrole? Vous savez qu'on a notamment encore Cécile Collère, Jacques Paris, qui sont retenus à l'heure où on se parle. Alors, du coup, on est paralysé. On ne peut pas soutenir les manifestants. Oui, mais on ne peut pas complètement ignorer le fait qu'on ait 1000 de nos compatriotes sur place. On ne peut pas complètement l'ignorer. Et on a beaucoup soutenu Cécile Collère et Jacques Paris. Il y a eu des portraits affichés dans un certain nombre de lieux emblématiques à Paris et ailleurs. Et bien dans un moment comme ça, je suis assez étonnée de voir que moins de gens en parlent. Vous pensez que malgré cette révolte et la répression en cours, ils seront finalement bel et bien libérés? Cécile Collère et Jacques Paris sont toujours à l'ambassade d'Iran à Téhéran, donc sous contrôle français, mais ils ne sont toujours pas dans l'Hexagone. Certes, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont en sécurité, à l'heure où on se parle. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci Maude Bréjon d'avoir été notre invitée dans Tout est politique avec Laurent Geoffrin.